Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un Grand Prix aussi lent et ennuyant pour le coup. Mais dans notre malheur, on va voir ensemble qu'il y a quand même quelques petites choses dont on doit parler. Il y a eu 2-3 petites dingueries. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023 de Formule 1. C'est parti. La première réaction concerne ce nouveau format sprint testé par la Formule 1 ce week-end. Pour rappel, on avait donc le vendredi une séance d'essai d'1 heure le matin, la qualification de l'après-midi pour faire la grille de départ du dimanche pour le Grand Prix, et le samedi en fait était entièrement dédié au format sprint, qualif revu légèrement, et sprint 200 km l'après-midi. Voilà, on partait là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une seule petite séance d'essai d'1 heure, c'est clairement pas assez pour les équipes et même, je dirais, pour les spectateurs. Surtout quand elle est autant agitée, on n'a pas le temps de voir les améliorations, ce sur quoi les équipes travaillent, ce qu'elles sont plus ou moins capables de faire, comment se comportent les pneus surtout, parce que c'est une grosse variable. Bref, avoir des petites infos qui nous permettent de se faire une idée très globale de la hiérarchie sans pour autant qu'elle soit tout à fait définitive parce que on cherche quand même à avoir de l'imprévisibilité. Alors les pilotes ont dû quand même s'arracher comme jamais pour aligner les bons tours en qualif, ce qui nous a donné 2 séances de qualif vraiment top. Après, encore une fois, les qualifs, en règle générale, déçoivent assez rarement pour le coup, donc peu de surprises sur le spectacle en qualif de mon côté. J'ajoute juste que dans tous mes potes qui regardent un peu la F1 sans trop être à fond, personne n'a compris le format de ce week-end et quel qualif faisait quoi et pourquoi. En fait, le format sprint du samedi ressemble peut-être un petit peu trop à un mini Grand Prix, ce qui peut prêter à confusion et ce qui, quand tu suis pas bien la chose, fout le bordel quoi. Bon alors, à part quelques manœuvres un petit peu osées pour gagner une place par-ci par-là au départ, tout le monde faisait de la gestion et tout le monde avait du mal à savoir ce que les pneus allaient pouvoir donner. Les softs n'allaient pas tenir en sprint, ou du moins difficilement, donc quasiment tout le monde en médium. Donc moins de chances de voir des pilotes tenter, avoir un petit avantage stratégique sur les pneus, etc. La sprint était donc absolument nulle, très clairement. Voilà, c'était finalement un relais de course qui était tout à fait quelconque. Alors en course le dimanche, les médiums se sont vite dégradés pour laisser place aux hard qui pouvaient facilement tenir tout le Grand Prix, en témoignent Ocon et Hülkenberg. Donc oui, il doit y avoir probablement un trop gros manque de préparation entre guillemets, mais les pneus les plus tendres de la gamme Pirelli qui ont été apportés donc du coup à Bakou ont montré de trop grosses différences de performance et ou de dégradation j'allais dire, et ça n'a pas arrangé le spectacle, bien au contraire. Donc résultat, on a eu des courses qui étaient littéralement des purges, qui plus est la sprint nous a finalement spoilé entre guillemets un petit peu le Grand Prix d'une certaine manière. Le week-end n'a pas eu le temps de monter en tension, je trouve. On nous l'a juste balancé dans la tronche directement, en mode vas-y, regarde, tu vas voir ce qui va se passer. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc non, finalement, le manque de préparation n'est pas garant d'un plus grand spectacle en piste. Il faut trouver un juste milieu. 2 séances d'essais libres, c'est juste ce qu'il faudrait, je pense, pour les équipes, mais aussi pour les spectateurs, pour comprendre un petit peu ce qu'il se passe et du coup, essayer de prévoir, de comprendre ce qui peut se passer en qualif et en course. Bref, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, donc voilà. Je sais pas où c'est, mais t'as compris. Deuxième réaction, vu qu'on a eu une sprint race, on va quand même essayer d'en parler un petit peu vite fait. On va parler de l'incident entre George Russell et Max Verstappen. Alors, nous sommes donc au départ, Russell plonge dans un trou de souris à la corde du premier virage, mais cela ne suffit pas à passer Verstappen. Le Britannique insiste au virage 2, bloque en ayant le volant complètement braqué et touche Verstappen encore devant à l'extérieur. Rien de très grave, mais cela compromet la sortie de virage du Néerlandais qui du coup perd sa position sur Russell à la sortie du virage 3, une fois que tout était passé quoi. On a eu le droit à un Verstappen particulièrement irrité et agacé par la manœuvre de Russell. Faut dire que la Mercedes a trouvé littéralement le ponton de la Red Bull, faisant perdre à Verstappen 7 dixièmes par tour, rien que ça. 7 dixièmes dont probablement 2 dixièmes d'impôts et de taxes, 3 dixièmes pour arrondir le chiffre, parce que Verstappen finit quand même à seulement 5 secondes de l'autre Red Bull. Ça joue un petit peu de la flûte chez Christian Horner, là, comme d'habitude, mais bon, voilà. Alors, petite explication dans le parc fermé après la course, Russell qui dit qu'il n'avait pas du tout de grippe, Verstappen qui lui dit que personne n'avait de grippe de toute façon et que c'est pas utile de faire le fou furieux comme ça, pendant que Russell, un petit peu agacé probablement, se barre justement. Forcément, il y a un petit
Tu verras, toi, la prochaine fois là-bas, suivi d'un D-Head, hein, je vais pas, voilà, sinon YouTube, qui sort de la bouche de Verstappen. Là-dessus, rien de très surprenant. Verstappen n'est pas connu pour y aller avec des pincettes ou jouer l'hypocrite. Et pour le coup, ça me dérange pas. Ce sont des athlètes, ce sont des grands garçons. S'engueuler, ça arrive. D'ailleurs, la traduction littérale de l'insulte me paraît plus violente en français qu'elle ne l'est réellement. Enfin bref, marrant parce que l'année dernière, quand à la radio on disait de quelqu'un qu'il était un idiot, bah fallait faire des excuses sur la place publique, hein, voilà. 2 salles, 2 ambiances dans le paddock comme d'habitude. Bref, Verstappen, c'est l'hôpital qui se fout de la charité là quand même par contre. Le nombre de manœuvres et de contacts qu'il a fait dans sa carrière, le coup de roue sur Leclerc en Autriche en 2019 pour prendre la victoire, le fait de revenir sur la trajectoire pour se faire rentrer dedans à Bakou en 2018 ou en Hongrie ou ailleurs, et encore il y en a des tonnes et j'en oublie bien évidemment, ça c'est faire la course. Toutes ces manœuvres qui nous ont tellement fait débattre et qui ont donné ce fameux terme du « let them race », mais alors la petite touchette de Russell qui certes ouvre quand même sacrément le ponton, alors ça va pas. Bah, let them s'engueuler, hein, et puis il se fout de notre gueule un peu là, Verstappen, je trouve. Vraiment, pour le coup, je trouve qu'il se fout de notre gueule. Alors, jusqu'à l'année dernière, je trouvais que Verstappen n'était pas le genre à sauter à la radio pour se plaindre d'une manœuvre. Il était agressif, et quand on était agressif avec lui, bah, il l'acceptait assez surprenamment, je trouve, et il avalait la pilule, entre guillemets. Là, cette année, je sais pas ce qui se passe, mais alors, dès qu'il y a une manœuvre qui est un petit peu limite, ça y est, il se plaint la radio. Bref, en tous les cas, cette manœuvre, c'est un incident de course, rien d'autre. Je sais pas pourquoi Verstappen s'est emballé comme ça. C'est dommage. Franchement, c'est juste dommage, mais c'est un incident de course comme un autre. Vraiment, de la part de Verstappen, s'énerver comme ça, c'est un peu surprenant. Troisième réaction, ils sont libres de se battre. Christian Horner a indiqué au micro de la F1 TV que Verstappen et Perez étaient libres de se battre tant qu'ils étaient de grands garçons. Bon alors, encore un commentaire à prendre avec des pincettes comme d'habitude, puisqu'il y a toujours une différence entre ce qu'il se dit et ce qu'il se passe réellement en Formule 1. Néanmoins, ce week-end, eh bien, Sergio Pérez était au-dessus et on peut clairement lui attribuer la qualité d'être un excellent pilote sur les circuits en ville. Malgré les 2 pole positions de Charles Leclerc, derrière c'est Pérez qui s'est imposé sur les 2 courses. Alors oui, bien évidemment, je vous vois arriver pour certains, on peut dire que Pérez a eu de la chance avec la safety car provoquée par De Vries, mais il remontait déjà au cul de Verstappen en lui mettant la pression et le néerlandais commençait à avoir de la dégradation sur ses pneus arrière notamment, et ça allait rentrer quoi qu'il arrive. Peut-être que s'il n'y avait pas eu la safety car, Pérez aurait réussi à le dépasser en faisant l'overcut ou voilà. Je sais pas s'il aurait réussi à suffisamment se protéger Verstappen, mais on aurait peut-être eu une bataille plus proche. En revanche, tout le reste du Grand Prix, eh bien Verstappen n'a pas réussi à pousser pour rattraper Checo et pourtant les deux ont plusieurs fois touché la limite en frottant les murs. Donc non, ce n'était pas juste une promenade de santé et des positions figées. Verstappen s'est une fois de plus plaint de l'équilibre de sa voiture pendant le week-end. En fait, il n'arrive toujours pas encore à la mettre comme il le souhaiterait dans cette fenêtre de pilotage qui lui permet d'en extraire la quintessence. Ce qui peut expliquer en partie le fait que Pérez était un petit peu mieux et peut-être un petit peu plus à l'aise sur ce circuit. Tant mieux, car c'est justement dans ces moments-là que Pérez doit performer s'il veut pouvoir vraiment aller chercher Verstappen à la régulière tout au long de la saison. On verra donc pour la suite du championnat si la bataille peut se faire. Il faut donc un Pérez qui soit proche de Verstappen en performance pure, tout simplement. Un Verstappen qui soit légèrement en difficulté, dont la voiture n'arrive pas à répondre à ses exigences de pilotage. Et une certaine bénédiction, entre guillemets, de la part de l'équipe et de Christian Horner pour que Pérez puisse pas se la faire prendre à l'envers, on va dire, par l'équipe pour avoir une chance au championnat. Alors ça fait beaucoup à réunir, surtout sur 18 Grands Prix restants, mais pour l'instant, rien n'est joué. 6 points d'écart au championnat, ça fait plaisir. Je parle vite fait de ce qui se passe derrière, là, du côté de chez Ferrari. Il y avait un petit peu plus de facilité avec la dégradation de leurs pneus, qui généralement n'était pas leur fort. Et Alonso n'a pas pu faire beaucoup mieux que de choper la P4 à un Sainz qui avait aucune confiance dans sa voiture du week-end, d'où cette mauvaise entre guillemets performance, si on peut appeler ça comme ça, parce que ça reste une P5 quand même, mais elle était loin de Charles Leclerc qui lui a fait un week-end absolument parfait, sans encombre, en maximisant absolument tous ses roulages. Il ne pouvait pas faire mieux et la Ferrari est claire et nette devant la Red Bull en qualif, mais dès que c'est la course, c'est une autre histoire. C'est toujours très serré entre les Ferrari, les Aston et les Mercedes. Hâte de voir la suite et les nouvelles améliorations qui vont peut-être un peu rapprocher ou accroître l'avance pour certains. Au championnat, ça se tient en pas grand-chose, mais c'est loin devant McLaren qui, pour l'instant, fait bien le job. Quatrième réaction, on va parler du cauchemar absolu qui a été ce week-end pour Alpine. Les courses se ressemblent toutes.
je sais pas la phrase, mais voilà. Mauvais réglage en arrivant de base pour tout le monde. Le feu sur la voiture de Gasly vendredi matin sur problème hydraulique. Gasly qui plante la voiture en qualif l'après-midi. Ocon, ça fait malheureusement pas beaucoup mieux, mais ça sauve qu'il reste de la baraque en arrivant à peine aux portes de la Q3. Ça part des stands pour la sprinter pour le Grand Prix pour Esteban Ocon pour tenter des réglages un peu différents en cassant la règle du parc fermé. Gasly, ça démarre en fond de grille pour les deux courses. Et en course, Ocon, il fait tout le Grand Prix sur les hards. Il arrive à tenir les pilotes derrière qui ont des pneus plus frais. En plus, ses pneus se sont pas effondrés en fin de course, contrairement à Hülkenberg. Là-dessus, c'est plutôt encourageant. Du côté de Gasly, 2 arrêts, on tente des choses, mais ça fonctionne pas. On notera quand même le dépassement sur Bottas qui a mis un petit peu d'animation dans ce Grand Prix qui était absolument insipide. Autrement, ça a été assez difficile. Il n'a pas spécialement réussi à remonter comme ça avait été le cas à Bahreïn, par exemple. Donc, dur. Alors, on n'oublie pas aussi, je parlais de Bottas à l'instant, les Alfa Romeo, c'est la catastrophe absolue ce week-end aussi. En particulier, Joe qui abandonne pour la 457e fois à peu près, voilà, sur problème de voiture, problème mécanique. Bon, que dire de plus à part que ils ont encore une fois perdu quelques petits points, mais très précieux quand même, sur McLaren, que même s'ils ont apporté des améliorations, ils ne savent pas encore en tirer tout le potentiel puisqu'ils n'ont pas eu le temps de proprement les tester. D'ailleurs, Norris était un petit peu sur la même longueur d'onde, les améliorations fonctionnaient selon les datas, mais lui, il ressentait pas spécialement du tout un changement de comportement dans la voiture. Alors, c'est encore une fois hyper frustrant pour les Alpines parce que à Melbourne, elles avaient un gros rythme, mais ça a été le mur. Et ici, en n'ayant aucun problème et les bons réglages, très probablement qu'ils seraient plus proches des Mercedes que des McLaren en course, dans une sorte de no man's land d'une certaine manière. Mais encore une fois, c'est pas avec des si qu'on marque des points. Vous le savez bien, on le sait bien, tout le monde le sait. Et alors du coup, ça se ressent quand même au championnat, là, ce début de saison. Gros manque à gagner, quand bien même l'équipe fonctionne plutôt pas mal avec une bonne voiture qui a besoin d'amélioration pour aller chercher de la performance, mais dont la base, elle est là, elle est bonne, elle fonctionne. Alors Alpine, ça reste en dessous du top 4, 8 points en 4 courses. Va vraiment falloir faire un week-end où tout s'aligne parfaitement pour se remettre sur la bonne route et dans le bon momentum, comme on dit. Mais avec désormais 4 top teams, et donc les 8 premières places qui sont généralement occupées sauf problème, marquer des gros points, c'est devenu plus complexe qu'avant. Donc au championnat, ça va être très difficile de faire mieux que cette P5 cette année, vu comment c'est parti. Parce que le top 4 devant, ça s'est déjà échappé au nombre de points. Alors les progrès ne sont pas à faire que sur la piste, mais aussi dans les recrutements et surtout dans l'amélioration des infrastructures qui arrivent petit à petit, que ce soit à Viry-Châtillon ou à Enstone. Faut prendre son mal en patience pour le moment. L'avantage des infrastructures de certaines grosses écuries, je pense Mercedes, Red Bull, Ferrari par exemple, se fait aujourd'hui un petit peu ressentir et ça va même s'accentuer avec Aston Martin qui commence à avoir une giga grosse usine. Mais en fait, l'écart va diminuer à mesure que les équipes vont investir dans leurs propres usines avec le reste du budget qui ne pourra pas partir dans le développement de la voiture par exemple. Donc à un moment donné ou à un autre, les petites équipes vont avoir des usines de mieux en mieux et donc du coup ça va resserrer le paquet à ce point-là. Mais ça, c'est une affaire de plusieurs années, je pense. 5e et dernière réaction, on va parler du fameux incident du dernier tour dans la pit lane avec les personnes qui se trouvaient dans ce qu'on appelle la fast lane, donc la voie de circulation, là où les voitures de Formule 1 roulent. Alors globalement, la cérémonie du podium pour accueillir les voitures, ça se prépare 1 ou 2 tours avant la fin de course puisque le tour de décélération passe trop rapidement pour que tout soit parfaitement prêt. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Les personnes qui sont à ce moment-là dans la pit lane, y sont autorisées. Elles doivent faire attention, bien évidemment. Elles sont même habituées à être dans une pit lane, généralement. Alors d'ailleurs, on le voit quasiment jamais à la télé, sauf de temps en temps sur une vue aérienne, par exemple, où je m'étais d'ailleurs déjà fait la réflexion en mode « Commence à y avoir pas mal de monde dans la pit lane, pourtant les voitures continuent de passer pleine balle sur la piste à côté, c'est pas giga safe, si jamais il y a un crash, ça peut faire quelques problèmes. En fait, là, le pire, c'est que certes, on a des photographes, des caméramans et autres officiels qui ont l'habitude d'être dans une pit lane, mais on a aussi des VIP qu'on relâche pour qu'ils aillent vers le podium, qui, eux, n'ont pas conscience du danger qu'il peut y avoir de marcher dans une pit lane, surtout si elle est ouverte à la circulation. Parce que oui, en fait, une voiture peut rentrer au stand dans le dernier tour pour faire un arrêt, ou même pour abandonner, ou pour toute autre raison, je sais pas. Là, à Bakou, c'est encore plus grave dans le sens où tout le monde est censé savoir que Esteban Ocon doit passer encore une fois au stand. Donc on a une voiture qui, quoi qu'il arrive, va se pointer à 300 km/h, freiner fort pour tomber à 80 km/h. Encore une fois, on oublie beaucoup trop souvent en Formule 1, 80 km/h, c'est la vitesse limite sur nos routes de campagne. Je sais pas si on se rend bien compte, mais percuter un objet, un animal ou même
dans ce cas-là, un être humain à ces vitesses, c'est d'une dangerosité qui est absolue, qui est mortelle même. Donc faut être bien conscient de tout ça. Alors bien qu'Esteban était en parfaite maîtrise de sa voiture, peut-être que ça aurait pu ne pas être le cas, l'autre danger c'est que s'il percute un objet qui part et qui s'envole dans la tronche de quelqu'un, là aussi ça peut être très très grave. Parce que les mecs de l'orga, probablement de la FIA, là, on était en train de mettre, vous savez, les barrières de file d'attente là, en plein milieu de la fast lane. Waouh. Alors bref, tout ça c'est monté chez les stewards. Oui, allez-y, faites vos petites blagues sur la FIA qui enquête sur elle-même. Quand bien même, les choses vont changer pour le prochain Grand Prix, donc ce week-end à Miami. Qu'est-ce qui va changer? Je ne sais pas encore. Il y a plein de possibilités de faire les choses différemment, donc on verra bien ce week-end. Alors on peut penser par exemple à s'arrêter sur la grille, comme on a vu plusieurs fois auparavant, notamment en fin de qualification je crois. Je trouve ça pas bête du tout, en plus ça donne une meilleure vue pour les spectateurs qui sont en tribune, mais cela retarde l'envahissement de la piste par les fans, et on n'a pas, ou du moins on a moins, ce jump du pilote dans les bras de son équipe. Mais encore une fois, il y a plein de choses à prévoir. À Monaco, où c'est le cas d'ailleurs, ça se passe très bien et ça fait de très belles images aussi. Alors globalement, je pense qu'il faut que la FIA puisse avoir une zone de parc fermé plus grande et où on peut aussi placer du personnel plus facilement et surtout en sécurité. Mais cela reste dépendant de l'infrastructure du circuit en elle-même, au final. Donc quoi qu'il arrive, tant que la pit lane est ouverte à la circulation, c'est-à-dire que des voitures peuvent rentrer et ou sortir des stands, pour moi, il ne faut pas laisser des gens qui soient à pied, autres que des mécanos qui doivent intervenir sur une voiture et qui ont l'habitude de voir des voitures passer, etc. Allez, je vous laisse avec un bonus. Malheureusement, week-end semé d'embûches pour les Français en F2. Martins trouve le mur à la relance de la course 1. Pourtant, il était deuxième. C'est vraiment dommage. Pourchaire s'arrête aussi à ce moment-là, ce qui permet quand même à Novalak et Hadjar de monter dans le top 10. En course principale, podium de Pourchaire quand même. Donc ça fait vraiment plaisir pour lui. Et disqualification malheureusement pour Victor Martins pour avoir un fond plat non conforme qui avait pris la P4 de cette course. Très difficile ce début de saison pour Victor Martins qui n'arrive pas à bien transformer son bon rythme et c'est globalement la performance pure de la voiture du pilote qui est là. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour le Fast 5 du Grand Prix de Miami. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.